Mai 1971. La population de Port-au-Prince arrive difficilement à témoigner au nouveau président à vie, Jean-Claude Duvalier, les sentiments qu'elle pouvait porter au père. En fait, personne en Haïti, sauf les porte-paroles du gouvernement, ne croit aux qualités de chef de ce gros garçon, somme toute assez sympathique, mais qui donne l'impression d'être dépassé par tous les événements. Ce ne sont pas les coups de sirène et les déplacements officiels qui vont convaincre la population, à plus forte raison l'opinion mondiale, que Jean-Claude a hérité de l'autorité du père, qu'il a la situation bien en main. Comment un garçon de 19 ans, qui fut plutôt mauvais élève à l'école, peut-il prétendre diriger un pays, surtout quand ce pays est Haïti, où les problèmes économiques et sociaux sont énormes, là où il fallait un chef politique qui instaurerait un autre ordre social, qui s'attaquerait aux problèmes de fond du pays? On a assis un symbole, celui de la continuité duvalieriste. Papadoc l'a voulu ainsi. Sur sa tombe, les hommes forts du régime ont promis de rester unis. Ce faisant, ils évitaient la guerre civile et sauvegardaient leurs intérêts. Ils sont 4 ou 5 qui encadrent Jean-Claude, dont ils se servent pour gouverner. Qui gouverne Haïti aujourd'hui, me demandez-vous? Je vous réponds que c'est Jean-Claude Duvalier, successeur constitutionnel de feu le docteur François Duvalier. Toutes les forces nationales appuient mon gouvernement et je suis aidé dans ma tâche par un cabinet ministériel, un conseil de gouvernement, une armée et une milice qui font bloc autour de ma personne. En un mot, je continue l'exemple donné par mon père dans le combat de tous les héros qui m'ont précédé dans la lutte pour le maintien de notre indépendance politique et économique. Au cœur de toutes les décisions prises par le nouveau gouvernement, Marie-Denise, sœur aînée de Jean-Claude, qu'un décret vient de nommer secrétaire privé du président. Mais qui était donc ce Papadoc, mort le 22 avril dernier, et qui a imposé pendant 14 ans son autorité sur son petit peuple? De médecin de campagne, il est devenu président de la République, avec l'appui des paysans. Venu de la province, Duvalier était pour eux celui qui allait leur permettre d'accéder au pouvoir détenu jusque-là par une minorité de riches mulâtres. En valorisant la négritude, le créole, le vaudou, Duvalier se gagnait les paysans, mais ce n'était pas assez. Pour pouvoir éventuellement s'installer à vie au palais présidentiel, François Duvalier créait sa police parallèle, ces fameux tontons macoutes, qui ne rendaient compte qu'au président. Jusqu'en 1967, le climat de terreur était tel que c'est par milliers que les Haïtiens quittèrent le pays pour trouver refuge à New York, Montréal et ailleurs, où ils forment autant de mouvements d'opposition contradictoires que désordonnés. Depuis 3 ans, une certaine relance économique due en grande partie au tourisme et à quelques investissements a contribué à détendre un peu l'atmosphère. Et les Haïtiens qui se pressaient aux funérailles de François Duvalier témoignaient sincèrement de leur douleur. La mort leur arrachait leur président à vie, leur père incontesté, celui-là même qui avait cependant pris tous les moyens pour faire taire ses opposants. Si ce jour-là, à l'étranger, on se félicitait de la disparition du dictateur, à Port-au-Prince, on pleurait, ou alors on se taisait. En mourant, Duvalier laissait un pays où le revenu annuel par habitant est de 75 $, c'est-à-dire le plus bas de toutes les Amériques. Ça ne veut pas dire loin de là que tous les Haïtiens crèvent de faim. Ces images illustrent bien les inégalités sociales et économiques d'Haïti. Sur le plan de la politique intérieure, il est bien entendu que nous prendrons des mesures pour améliorer la condition des travailleurs, répartir les revenus d'une manière encore plus équitable et parachever l'œuvre de mon père. Élever le niveau de vie des classes moyennes et apporter tout le concours nécessaire aux populations de l'arrière-pays. Ici, il suffit de consulter le Code du travail François Duvalier et tous les organismes qui en découlent pour saisir l'ampleur de la révolution sociale qui s'est accomplie depuis 1957.
La superficie d'Haïti est de 10 000 milles carrés. Sa population de 5 millions. La production est uniquement agricole, sauf pour quelques mines de cuivre et de bauxite. Le pays tire ses revenus du sisal, du coton, du cacao, du café et, bien entendu, du sucre. Assez curieusement, la redistribution des terres a joué contre les lois de la rentabilité. On produisait, dit-on, beaucoup plus de sucre à l'époque des grandes exploitations. De nos jours, les petits paysans vivotent sur leurs terres sans songer tellement à se regrouper pour assurer un meilleur rendement de leur culture. Le tourisme, québécois en majorité, a contribué depuis 3 ans à donner un peu d'élan à l'économie. Les intérêts américano-canadiens songent à développer les plages du Nord. Le gouvernement, comme il se doit, encourage les investissements. L'investisseur est d'ailleurs particulièrement bien traité par le régime. Exemption de taxes et de droits de douane, utilisation des services officiels, en échange de quoi l'industriel étranger s'engage à employer les Haïtiens et à leur verser au moins le salaire minimum de $1 par jour. Certains hauts personnages acceptent volontiers des pots de vin. C'est du moins ce qu'affirme l'opposition anti-duvalieriste, qui accuse le gouvernement de vendre le pays à des étrangers.